Bonjour, je suis Danilo et vous écoutez le Rendez-vous Marketing, un podcast produit par DHS Digital, une agence de publicité Facebook qui vous aide à accélérer la croissance de votre entreprise en ligne. Avec ce podcast, ma mission est la même, vous aider à générer de la croissance pour votre activité via les différents canaux du marketing digital. C'est pour ça que j'invite des experts qui maîtrisent leur sujet et que je propose moi-même des épisodes très concrets sur mes domaines de prédilection, à savoir la publicité Facebook et la création de contenu. Si vous aimez écouter les épisodes de Rendez-vous Marketing, je vous invite comme toujours à vous abonner au podcast pour ne pas manquer la sortie des prochains épisodes tous les lundis et vendredis matin. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon bon ami Antoine Gagné, le président et fondateur de G7 Media, une agence spécialisée en publicité Facebook depuis 2016, donc depuis quelques temps maintenant. G7 Media produit une super newsletter qui s'appelle l'Esquad Facebook Ads et dans laquelle les équipes de G7 vous partagent chaque semaine des tests qu'ils ont menés sur les campagnes de leurs clients et les résultats qu'ils ont obtenus. Étant un fidèle membre de leur newsletter, j'ai demandé à Antoine ce qu'il pensait de faire un épisode sur le rendez-vous marketing dans lequel on va justement parler de quelques-uns des tests qu'ils ont menés et quels ont été les résultats. Ensemble, on est revenu sur 5 tests menés pour les squads Facebook Ads. Le premier, c'est le Dynamic Creative. Est-ce qu'il vaut mieux créer vos publicités manuellement ou donner à Facebook tous vos assets et le laisser créer des publicités pour vous? Eh bien, J7 a fait les tests et les résultats risquent de vous surprendre. Entre EBO et CBO, votre cœur balance. Donc l'EBO, c'est le budget que vous mettez au niveau de l'adset et le CBO, c'est le budget que vous mettez au niveau de la campagne. Alors finalement, qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui apporte le plus de résultats? Eh bien, si on écoute Facebook, vous devriez passer toutes vos campagnes en CBO. Et dans ce test, J7 nous montre qu'il y a quand même des avantages à utiliser les bio. Donc vraiment un test intéressant. Troisième test, UGC. Donc les équipes de J7 ont testé un format UGC qui a littéralement fait exploser les campagnes d'un de leurs clients. Antoine nous en a parlé librement et il s'est même permis de nous faire une masterclass improvisée sur le sujet de l'UGC. J'en profite pour vous dire qu'avec Antoine, on vous propose de gagner un cours sur l'UGC qui a été donné par les équipes de J7 Media. Pour le recevoir, vous devez simplement vous inscrire à l'escouade Facebook Ads en passant par le lien suivant, donc expert avec un s.j7media.com/escouade-iOS14. Bon, c'est un peu long à dire, donc du coup, rendez-vous dans les notes de l'épisode pour retrouver ce lien. Et après vous êtes inscrit, eh bien, les équipes de G7 vont ensuite sélectionner un gagnant au hasard parmi les personnes qui s'inscrivent via ce lien que je vous ai mis dans les notes de l'épisode. Quatrième test, l'importance du hook. Est-ce qu'un hook de publicité peut faire basculer la rentabilité de vos campagnes du simple au double? Eh bien, on en parle justement avec Antoine. Cinquième test sur le challenge. Faut-il faire payer l'accès à un challenge? Faut-il l'offrir ou est-ce qu'il existe un entre-deux? J7 a fait les tests et vous découvrirez quelle est la stratégie la plus efficace si vous proposez des challenges à votre audience. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter ma discussion avec Antoine dans ce nouvel épisode du Rendez-vous Marketing. T'es de retour sur le Rendez-vous Marketing? Je suis de retour, je suis même honoré de venir pour une deuxième fois. Je pense que mon collègue également, Antoine Dalmas, qui était venu une fois. Donc, on va commencer à être des habitués. Et également, tu vas revenir sur social selling bientôt. Donc, tu vas être un habitué également de notre podcast. Non, mais c'est sûr. Moi, j'adore faire ce genre de conversation avec des personnes que j'apprécie et surtout qui font le même métier que moi. Donc, ravi de t'accueillir une seconde fois. En effet, Antoine Dalmas était venu pour parler d'iOS 14, donc un sujet hyper technique et qu'il avait très, très bien résumé à l'époque. Toi, de ton côté, c'est vrai que depuis 6 à 9 mois, je pense, vous avez mené énormément de tests chez J7 suite à cette mise à jour. Et je pense que déjà avant, on faisait des tests, mais ce qui est vraiment intéressant maintenant, c'est que vous documentez ces tests et que vous les partagez dans votre newsletter, que je trouve super. Et il y a quelques tests sur lesquels je voulais revenir avec toi parce que je trouve que les insights sont intéressants à partager pour l'audience. Tu sais, sur le rendez-vous marketing, bon, les gens qui écoutent savent ce qu'est Facebook Ads, savent déjà lancer des campagnes, mais ce qu'ils recherchent aussi, c'est avoir des vrais insights bien précis sur des choses que vous avez pu mener et quels ont été les résultats. Ils veulent pas de la théorie, ils veulent vraiment du concret, du pratique, et c'est ce que j'ai vraiment retrouvé dans tes newsletters et dans vos derniers podcasts sur social selling l'année dernière. Et encore cette année, tu me diras. Donc voilà, et Fantastique. en Ben, fait, allons-y. ouais. En fait, j'ai identifié pas mal de trucs. Il y en a un, c'était le Dynamic Creative. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas beaucoup chez DHS. Je sais pas pourquoi on l'utilise pas vraiment tant que ça. Peut-être parce que c'est pas très compliqué à mettre en place, mais on n'a jamais eu ce Mhm, réflexe d'utiliser cette fonctionnalité-là. Et chez vous, on dirait que vous l'avez déjà un peu utilisé. Est-ce que tu peux mhm. peut-être nous expliquer déjà c'est quoi le Dynamic Creative et quels sont les avantages pour l'annonceur? Ouais, ben, c'est une très bonne question. Peut-être, Danilo, avant de commencer ici, je vais essayer de donner un petit peu de contexte à l'audience. Donc, nous, chez J7 Media, un petit peu comme ton agence, on est spécialisé en publicité Facebook. Et quand on va aborder des cas en publicité Facebook qu'on va vouloir optimiser, des optimisations possibles, on va toujours utiliser la même technique. C'est ce qu'on appelle la technique du pacto.
Donc, le OK. pacto, c'est quoi pour situer ton audience? C'est 5 piliers d'optimisation. C'est un acronyme pour paramétrage, audience, créatif, tunnel de vente et offre. Donc là, je sais qu'on est en audio aujourd'hui, mais si ton audience peut visualiser une petite pyramide et au haut de la pyramide, tu as le paramétrage et au bas de la pyramide, tu as l'offre. Pour la simple et bonne raison que le paramétrage de tes campagnes publicitaires se situe au haut de la pyramide car c'est plus rapide. C'est plus rapide de changer un paramétrage de campagne que de changer ton offre publicitaire. Et je donne un petit peu de contexte à ton audience aujourd'hui parce que quand on parle du Dynamic Creative, c'est une optimisation qui va s'intégrer au niveau du paramétrage de tes campagnes de publicité. Maintenant, qu'est-ce que le Dynamic Creative pour revenir à ta question initiale? Bien, c'est simple, on le sait et on le sait depuis plusieurs années maintenant, l'intelligence artificielle de Facebook ou de Meta, peu importe le terme qu'on utilise ici, est de plus en plus puissant. Et ce n'est pas vrai que depuis que Apple est arrivé, que l'intelligence artificielle de Facebook ne fonctionne plus. Bien entendu, c'est plus difficile qu'avant, on le sait tous, mais l'intelligence artificielle, encore une fois, je le répète, de Facebook est excessivement puissant. Donc, quand on part dans cette optique-là, du pacto, du paramétrage et que l'intelligence artificielle de Facebook travaille avec nous, travaille de notre côté, la question maintenant à se poser, c'est comment on peut l'utiliser de la manière la plus intelligente et comment on peut l'utiliser rapidement. Et le Dynamic Creative, c'est simple, Danilo. Nous, dans la manière qu'on l'utilise chez J7, c'est qu'on va faire des campagnes de pub. On va faire des campagnes normales avec des visuels standards qu'on va intégrer dans notre campagne de pub. Et ultimement, ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir des gagnants. On va avoir des gagnants, on va avoir des publicités qui vont mieux performer que d'autres. Donc, assumant qu'on constitue l'audience aujourd'hui, on a peut-être entre 3 et 5 publicités qui sont très fonctionnelles. On prend ces publicités-là et on va les intégrer dans une campagne où est-ce que là, le paramétrage au niveau des créatifs va être fait sous forme de Dynamic Creative. C'est-à-dire qu'on va laisser la possibilité à Facebook de mixer des textes publicitaires avec des visuels publicitaires qui peuvent fonctionner ensemble et on va lui donner la flexibilité d'utiliser tous les mix possibles qu'il a envie. C'est ça. Donc, donc, Facebook, à ce moment-là, a la possibilité de se dire, tu me demandes de faire un achat. Donc, moi, l'intelligence artificielle de Facebook, je vais te trouver un achat sur la plateforme en utilisant tous les mix possibles entre la rédaction, le visuel qui pourrait être le plus fonctionnel. C'était excessivement fonctionnel pré-iOS 14. On a eu des petits enjeux quand iOS 14 est arrivé parce que là, on n'était plus capable de voir le Ouais, breakdown de ces le différents breakdown, ouais. créatifs-là. Mmh. Là, il est revenu d'une certaine façon, pas autant qu'avant, mais il est revenu d'une certaine façon, donc on peut suivre davantage les campagnes. Mais bref, pour expliquer le Dynamic Creative, c'est ça, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle de Facebook pour faire les meilleurs mix possibles entre des rédactions et des visuels publicitaires. Ouais, plusieurs petites questions rapides là-dessus. Donc évidemment, c'est une campagne séparée, c'est-à-dire c'est une campagne qui va tourner en plus de la campagne qui contient les meilleurs visuels publicitaires. C'est juste que là, tu vas aller peut-être un peu plus loin et tester d'autres textes, d'autres variations et laisser Facebook finalement décider quelle variation est la meilleure en quelque sorte. Exactement. Et plus souvent qu'autrement, je te dirais que c'est une technique qui est fonctionnelle quand on veut, pardonnez-moi l'anglicisme, mais scaler notre compte de publicité. Donc, ce n'est Ok, pas une optimisation qu'on va faire dans un contexte d'itération, ça va être une optimisation qu'on va faire dans un contexte d'accélération. mais Donc, c'est c'est hyper important intéressant, de ouais. le comprendre. C'est hyper intéressant parce que tu vois, on pourrait croire que c'est une technique d'itération. Et donc toi, finalement, vous l'utilisez pas de cette façon-là. Vous vous dites l'itération, on le fait dans notre campagne, on teste nos différents créatifs avec des textes qui sont adaptés. Et après, si on a de la performance là-dessus, on va les mettre dans une campagne séparée en Dynamic Creative. Euh, Exact, exactement. ouais, Puis peut-être si tu veux qu'on parle un peu, le test qu'on avait fait dans l'escouade Facebook Ads, le ouais, test qu'on avait donné à notre audience, je pense qu'on l'avait sorti en novembre, on avait été ok. capable de diminuer de 37% le coût par lead avec une optimisation Dynamic Creative. Même publicité globalement, même audience, même type de campagne, uniquement le paramétrage qui changeait ici. Et automatiquement, avec cette technique-là, on avait descendu par 37% le coût par lead. Donc, je tiens à le dire, c'est une technique qu'on met dans notre coffre à outils. Tous nos Ouais, comptes chez J7 ouais. ne fonctionnent pas en Dynamic Creative, mais quand on arrive et qu'on veut optimiser notre compte et qu'on est au moment d'analyser le paramétrage, c'est une optimisation qu'on peut mettre dans le coffre à Ouais. outils et qu'on peut tester. Tiens, justement, est-ce que tu as justement des comptes qui se prêtent plus à cette pratique-là? Des comptes qui se prêtent plus à cette pratique-là, je te dirais surtout des comptes qui ont une certaine maturité en termes d'investissement. Donc, quand on est sur des comptes qui vont investir, on va dire peut-être
en bas de 10 000 par mois en publicité Facebook. Donc, on n'est pas dans un cas d'accélération où est-ce qu'on est encore en train d'essayer de trouver des publicités qui peuvent être fonctionnelles. Ce n'est pas nécessairement là qu'on va le mettre en place. Mais qu'on veut passer à 20, 30, 40, 50, 100 000 par mois, donc quand on est un petit peu plus sophistiqué, c'est sûr et certain, encore une fois, je le répète, que c'est davantage à ce moment-là que ça a un impact. Donc, pour des comptes à qui ça s'adresse davantage, je te dirais que c'est des comptes qui ont un investissement un peu plus massif. Ouais. Tiens, je pense que j'ai peut-être, la raison pour laquelle nous on l'a pas beaucoup utilisé, parce que j'ai l'impression que pour du multi-produit, c'est plus compliqué. Parce qu'en fait, si tu as un texte qui parle, d'un C'est produit sûr. et un autre texte qui parle d'un autre produit et que tu as 3 visuels du même produit, ça ferait bizarre. Est-ce que tu as pas l'impression que c'est, le genre de choses qui marche mieux dans la lead gen ou dans les business à monoproduit? Ben, je pense que tu l'as bien dit. C'est sûr et certain que si, disons, on prend un webinaire, donc une entreprise qui est en lead Ouais, generation, qui veut ouais. des gens pour un webinaire, ben, c'est un tunnel de vente. Donc, effectivement, ça va s'adresser à ça. Ceci étant dit, je suis pas mal certain qu'il y a des gens qui t'écoutent aujourd'hui qui ont des boutiques en ligne, qui ont des commerces en ligne. Bien Pas plus sûr, ouais. souvent qu'autrement, ils peuvent avoir plusieurs produits, mais ils peuvent avoir également un produit qu'ils veulent mettre de l'avant. Et ils vont peut-être avoir une campagne pour ce produit-là qu'ils veulent mettre de l'avant. Et là, c'est là que ça peut s'intégrer. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, j'ai déjà fait, justement des podcasts là-dessus sur, qu'est-ce que tu fais quand tu as un produit que tu veux mettre en avant en particulier et c'est vrai que le fait d'avoir recours à une campagne, juste pour ce produit-là, c'est une solution, même si c'est pas forcément recommandé par, nos amis chez Facebook, chez Meta. Ouais, écoute, moi sur ce point-là, c'est hyper clair pour moi et j'ai même appris des choses là-dessus, donc merci. Mais bien sûr, j'ai d'autres tests dont je vais parler avec toi et dont un qui m'intéresse pas mal aussi et là, sur le coup, on a fait vraiment des tests aussi, c'est entre EBO et CBO. Ouais. Bien sûr, avant de parler du test, c'est peut-être intéressant qu'on revienne sur les différences entre la gestion du budget en EBO et en CBO pour que l'audience puisse se resituer, même si je pense qu'une partie connaît la différence. Ouais, ben, je pense que ça revient un petit peu à la fameuse intelligence artificielle de Facebook, les thèmes que tout le monde connaît, le Power 5, c'est-à-dire que c'est les Ouais, 5 meilleures techniques que Facebook parle pour optimiser un compte de pub. Donc, bien entendu, le CBO se prête à ça. C'est sûr et certain qu'il faut comprendre qu'il y a un pré et il y a un post iOS 14. OK? Donc, ouais, tout ce qui est Power 5 était excessivement fonctionnel ouais, pré-iOS 14. Maintenant, en 2022, tu dois le prendre avec un grain de sel, c'est-à-dire continue, c'est vrai que c'est toujours fonctionnel, mais ne reste pas romantique sur tes anciennes techniques aussi. Si c'est tu vois clair. que les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est le temps de challenger le statu quo et de voir qu'est-ce que peut être le nouveau Power 5 post-iOS 14. Et ça, je pense que c'est important que les gens le comprennent. Ceci étant dit, on revient au ABO, au CBO, ben, c'est pas compliqué. Chez J7, encore une fois, il y en a un qui est fait dans un contexte d'itération, il y en a un qui est fait dans un contexte d'accélération. Ouais, Donc, l'enjeu avec le CBO, c'est qu'on le sait très bien, Facebook ne va pas être tellement juste sur sa distribution de budget, sur sa distribution de budget à l'intérieur d'une campagne. Donc, si tu lui donnes 2 ou 3 audiences à l'intérieur d'une campagne, Facebook va des fois uniquement placer 80 du budget sur une des c'est audiences, clair. souvent Ouais. l'audience qui va être la plus volumineuse. Donc, toi, en tant qu'annonceur, tu veux faire des tests, tu veux arriver à des conclusions qui peuvent être intéressantes. Comment peux-tu sortir ces conclusions-là dans un contexte d'itération, encore une fois, si 80 du budget est uniquement mis sur un des 3 tests que tu veux faire? Les tests ici, on parle des audiences. Ouais, Donc, quand tu es face à cette situation-là qui peut être frustrante et qui va se dérouler quand tu es dans une optimisation, encore une fois, au niveau de ton paramétrage de CBO, ben, c'est là que tu dois te poser des questions. Comment je peux avoir de l'information le plus rapidement possible sur la variable que je veux tester? Dans le cas ici, je le répète, c'est l'audience. Donc, c'est là que tu dois intégrer une technique un petit peu plus comme le ABO, qui se fait très, très bien dans un contexte d'itération. Et encore une fois, ben, le CBO, nous, de notre côté, quand on va scaler des comptes et quand on va commencer à avoir beaucoup de budget, ben, il y a pas photo, ouais. c'est quasiment uniquement en CBO et ça fonctionne encore. Il y a des gens qui vont argumenter, ils vont dire ouais, mais moi, mon compte, ça fonctionne mieux en ABO. Mais habituellement, quand tu scales et que tu veux aller chercher des parts de marché, je le répète et je l'ai dit un peu plus tôt, l'intelligence artificielle de Facebook est encore excessivement fonctionnelle. Aussi, quand tu lui donnes la possibilité de travailler en CBO et que tes campagnes sont matures, parce que tu vois, il y a beaucoup de similitudes entre un créatif standard et le dynamic creative et un ABO et le CBO. On dirait que les deux, je l'avais même pas vu comme ça, mais quand j'y pense en discutant avec toi, Danilo, je me rends compte que les deux cas ici sont très similaires. Un qui est au niveau peut-être un petit peu plus de la création des pubs et l'autre qui est au niveau de l'audience. Mais les deux sont faits sous 2 phases. Un qui est dans un contexte d'itération et l'autre qui est dans un contexte d'accélération. Ouais, Et le CBO, c'est la même chose chez nous.
On va le tester beaucoup plus quand on veut scaler, mais quand on veut tester, plus souvent qu'autrement, on va donner des budgets spécifiques aux audiences. C'est ça, quoi, quand tu veux itérer, tu mets des budgets spécifiques, c'est logique. Et puis après, une fois que tu as trouvé les meilleures audiences, bah, tu coupes ce qui marche pas, tu gardes ce qui marche bien, et puis après, tu passes en CBO et tu augmentes plus simplement ton budget. Parce que je pense qu'on le dit pas assez, mais le CBO, ça te permet de diminuer ton coût d'acquisition au niveau de la campagne. Donc, c'est pas grave si tu as des audiences qui coûtent un peu plus cher et d'autres qui coûtent moins cher. C'est Facebook après qui va gérer la répartition de ce budget entre les différentes audiences. Toi, rapidement, là, comme ça, est-ce que tu as, au niveau du CBO, est-ce que chez J7, vous avez tendance à contrôler la dépense, c'est-à-dire mettre des maximums, des minimums, ou tu n'as pas d'infos là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un truc un peu plus technique, donc je pourrais comprendre que tu n'aies pas la réponse. Non, j'ai l'info là-dessus. Je te dirais que dans le meilleur des mondes, on veut donner le maximum de flexibilité à la machine. Ouais, OK? bien Dans le sûr. meilleur des mondes, on va donner le maximum de flexibilité à la machine. Donc, pas de minimum, pas de maximum. Ceci étant dit, des fois, il peut y avoir des réalités business, comme des flash sales spécifiques qu'on veut Ouais. aller chercher un maximum de ventes sur une audience spécifique ou sur un produit spécifique. Donc là, on va peut-être davantage jouer avec ça. Mais plus souvent qu'autrement, on veut donner le maximum de latitude à la machine. Donc, pas de minimum et pas de maximum. Ouais, c'est clair. J'ai 2 autres questions un peu techniques. Au niveau du nombre d'audiences dans les campagnes CBO pour toi en acquisition, vous êtes limité à un certain nombre d'audiences ou vous êtes plutôt flexible? Ben, je pense qu'il faut voir le tout différemment, Danilo. C'est-à-dire que la vraie question à se poser ici, c'est combien de conversions je vais être capable de générer par Ouais, tout à semaine fait. avec Ouais, ma campagne et avec mon budget. bien sûr. Donc, pour bien situer l'audience aujourd'hui, une campagne bien optimisée sur Facebook, et ça, c'est toujours d'actualité. Si vous voulez passer le volet de l'apprentissage limité, vous devez générer 50 conversions par semaine par audience. Donc, on va faire ça simple avec l'audience qui nous écoute aujourd'hui. Si une conversion pour un client X est de 10, eh bien, si on veut 50 conversions par semaine, vous aurez compris qu'il faut 50 fois 10, il faut 500 de budget Par semaine, ouais. minimalement sur une audience. Donc là, après 500 par semaine, 500 divisé par 7, combien que ça donne? Ça doit donner à peu près 70 80 70, dans ces 70, ouais. 70. Donc, on le sait qu'une audience spécifique se doit d'avoir au moins 70. Donc là, après, si tu veux être ambitieux avec cette même campagne et lui avoir trois audiences, il faut que tu fasses la mathématique fois 3. Ouais, OK? c'est hyper clair. Moi, je suis d'accord avec pour, toi, hein. pour, pour passer ce volet d'apprentissage limité. Donc, pour répondre à ta question, je te dirais qu'on l'approche plus en termes de CPA et de passer cette fameuse phase d'apprentissage limité que de dire Ah combien beh d'audience on a besoin. Bah, entièrement d'accord. Tu sais, j'ai des comptes en CBO, tu vois, je regarde encore pas mal les campagnes d'acquisition. Il y en a un, il a 5 audiences en acquisition et ça fonctionne super bien. Après, il a des CPA à 12-13 € pour, un budget à 500 € sur la campagne. Mhm. Donc tu imagines bien qu'on peut se permettre d'avoir, 4-5 audiences, quoi. Donc c'est vrai qu'il y Exactement. a il y avait, tu sais, un peu cette croyance de dire, «Oui, tu peux pas avoir plus de 3 audiences dans la campagne CBO, plus de 4 audiences». Comme tu dis, ça dépend vraiment de ton CPA et de ton budget, actuel. Et la Exact. deuxième question, tu vois, c'est par rapport au retargeting où je trouve qu'il y a de plus en plus d'arguments là-dessus. Certains disent, voilà, le CBO en retargeting, c'est pas le top parce que ben, il va tout mettre sur les audiences qui sont plus larges, alors que tu as des audiences de bonne qualité qui sont pas assez diffusées. Est-ce que chez vous, vous avez fait ce même constat ou est-ce que vous restez en CBO même pour le remarketing? Mais ce qu'on a constaté, surtout pour le remarketing, c'est que la même prémisse, la prémisse d'avoir des audiences excessivement larges, Ça fonctionne. ça fonctionne, on s'entend. Là, je pense qu'il n'y a aucun annonceur sur Facebook qui va être en désaccord avec moi aujourd'hui de dire que des audiences broad, des audiences larges, c'est fonctionnel. Là, je pense qu'on est tous d'accord ici. Ouais, Mais cette même prémisse peut également s'intégrer dans un contexte de remarketing. Donc, si on veut prendre, je ne sais pas moi, une audience qui a visité votre site web ou plutôt qu'engager avec votre contenu dans les 6 derniers mois, donc dans les jargons marketing, on pourrait appeler ça des audiences, des campagnes de milieu de tunnel de vente, donc middle of the funnel, mais on va essayer, comparativement à ce qu'on faisait avant, d'avoir des audiences de middle of the funnel ou de remarketing qui sont assez larges, bien sûr. pour, bien entendu, donner le maximum de flexibilité, encore une fois, à Facebook. Et quand on va donner ces audiences qui sont très larges-là, on veut encore une fois atteindre les 50 conversions par semaine. Donc là, des fois, on va peut-être juste avoir une audience en remarketing et non deux, pour être certain qu'on puisse atteindre les 50 conversions par semaine. Donc, dans un contexte comme ça, le CBO ou le ABO n'a pas tellement d'importance, sachant que quasiment, des fois, il y a une seule audience sur des campagnes de C'est vrai? remarketing. OK. Ah nous, on reste toujours sur deux-trois audiences, un visiteur, interaction et parfois on met, tu sais, l'audience, des personnes qui sont, ultra qualifiées, les ajouts au panier sur 6 mois, plus, on rajoute aussi les personnes qui voient deux-trois pages produits tous les 6 mois, mais évidemment, ça ne marche que pour les gros comptes. Donc moi, souvent, on a un peu cette structure à 3 audiences, hein, les sources Facebook, les sources, de ton site et après une autre audience un peu, high quality, quoi. Intéressant. Donc on a tous un peu nos pratiques, mais donc vous, finalement, vous regroupez tout dans une audience, carrément?
Ben, on regroupe Ça tout. dépend. Encore une fois, ça, on le sait, là, hein. Aujourd'hui, plus c'est important pour les gens qui écoutent ça aujourd'hui, c'est pas du cash, ce que je dis, c'est des bonnes pratiques à tester. OK? Donc, Ouais. ça, c'est très, très important de le comprendre. On essaie de partir tout le temps avec cette vision-là. Est-ce qu'on peut avoir des audiences le plus larges possible, autant au niveau du remarketing qu'au niveau des audiences froides, Ouais. mais on veut quand même garder une audience de remarketing qui a une certaine valeur. On veut pas avoir une audience de remarketing de gens qui, finalement, c'est une audience froide. Donc, Ouais. on s'entend, on veut que ça soit une audience qui est assez intéressante. Donc, on va lui donner le maximum de largeur possible, le maximum de volume possible, tout en restant intelligent sur les gens qui vont être dans cette audience-là. En gros, ce que veut dire Antoine, c'est que prendre par exemple les personnes qui ont interagi avec votre page Facebook et Instagram les 30 derniers jours peut paraître plus logique que prendre les interactions sur les 6 derniers mois. Mais si vous faites le test, vous faites, je sais pas, 2 semaines, celle à 30 jours, et 2 semaines, celle à 180, il est possible que vous ayez un volume plus important de conversion et un coût plus bas. Bien sûr. Et c'est ça qui est intéressant de déceler, c'est que finalement, on se rend compte qu'il n'y a plus besoin de segmenter 30 jours, 60 jours, 90 jours, Mhm. 180. Et du coup, bah, le EBO se porte moins dans ce cas précis. Mais après, encore une fois, comme on le disait, on peut aussi avoir des structures plus complexes en retargeting et mettre de l'EBO et dire voilà, cette audience-là, on lui met 20 euros, celle-ci 30 et celle-ci 50 parce qu'elle est très large. C'est voilà, comme vous souhaitez à ce niveau-là. Moi, j'aime bien personnellement parce que ça donne plus de contrôle sur comment est dépensé l'argent en retargeting. Bien sûr. Après, c'est chacun sa méthode. Mais voilà, cela étant dit, au niveau de votre test, qu'est-ce que vous avez fait pour tester les bio et les CBO et quels ont été les résultats? Sur le coup, je n'ai plus en tête. Ben, je te dirais que les tests qu'on avait faits dans l'escouade ici, c'était simple. On avait littéralement. Puis dans les faits, je me rappelle exactement de ce compte-là. Je pense que le test qu'on avait fait, c'est un infopreneur qui est en France et qui, lui, continuellement, notre travail avec lui, c'était d'amener le maximum de leads à l'intérieur de son quiz. Ouais, OK? Donc, l'objectif, c'est d'amener tout le temps un maximum de leads à l'intérieur de son quiz. Et on était tout le temps face au même enjeu, c'est-à-dire qu'on lançait des campagnes de pub et continuellement, quand on lançait nos campagnes de pub avec le volet CBO, encore une fois, je le répète, la majeure partie de l'audience allait uniquement sur une seule audience. Donc, encore une fois, on n'était pas capable de tester exactement quel type d'audience pourrait être fonctionnel à l'intérieur de cette campagne-là pour augmenter le volume, pour augmenter la vélocité de cette campagne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé notre campagne en CBO avec un budget plus conséquent. Je pense qu'il était à 200 euros par jour. Et on a lancé une campagne en ABO. Où est-ce que dans cette campagne ABO-là, on a mis 2 à 3 audiences distinctes. 2 à 3 audiences distinctes avec des budgets distincts également. OK? Et là, on a lancé des budgets spécifiques sur chacune de ces audiences-là pour trouver ultimement une nouvelle audience qui pourrait être intégrée dans notre campagne ouais, ouais. principale. OK? Et là, quand on a fait ça, ce qui est arrivé, c'est qu'au final, on a été capable d'avoir certaines conclusions. On a été capable de voir que parmi les 3 audiences, il y avait une nouvelle audience qui était quand même assez intéressante et assez volumineuse. Donc là, on avait 2 points. On le sait qu'elle est bonne, on le sait qu'elle est volumineuse. Elle risque de pouvoir aller compétitionner avec notre autre audience qui est dans notre campagne principale en CBO. Ce qu'on a donc fait par la suite, c'est qu'on a stoppé cette ABO-là, on a pris l'audience et on l'a intégrée dans notre campagne de CBO principale. Très bien. Et force est d'admettre que la conclusion a été assez intéressante parce que finalement, il n'y avait plus une seule audience qui vampirisait tout le budget. On était capable d'avoir une balance qui était sensiblement égale entre les deux audiences et ultimement de scaler cette campagne-là. Parce que là, maintenant, maintenant la campagne avait beaucoup plus de vélocité parce qu'elle avait deux bonnes audiences distinctes qui avaient quasiment aucun chevauchement entre les deux. Puis là, à partir de là, on a été capable de continuer à investir davantage sur ce compte-là. Donc, les résultats n'ont pas tellement été en termes de coût par Ouais. lead qui a descendu, mais surtout en termes d'accélération puis d'investissement massif qu'on a été capable de mettre sur la campagne. Ouais, c'est ça que j'avais en tête comme réponse parce que vraiment, mais tester des audiences en CBO, c'est une catastrophe parce que mettre des minimums, ça marche pas en fait. Même quand tu mets des minimums, en fait, Facebook dépense pas forcément l'argent minimum que tu lui as demandé de dépenser. Donc, tu es obligé en quelque sorte d'avoir une campagne de test, mais pas pour tester des créatifs, plutôt pour tester des audiences. Et là, sur le coup, vous en Exact. avez testé trois et vous en avez retenu une qui était suffisamment large. Écoute, très bien dit. Moi, Exactement. Puis ça, c'est ce tout que j'ai se en tête retrouve aussi. dans l'escouade Facebook Ads. Ouais, bah, bien sûr. C'est pour ça que je t'ai invité parce que justement, il y a beaucoup de détails. Et c'est quoi, vous faites ça toutes les semaines, c'est ça? Les tests, j'ai Tous un les doute. lundis, donc si vous voulez avoir une dose de Facebook Ads tous les lundis, abonnez-vous à l'escouade Facebook Ads. On vous montre exactement tous les tests de la semaine qu'on a fait, les techniques que vous pourrez utiliser. Bref, vous allez avoir votre dose d'optimisation avant de commencer votre semaine. Ultra concret. Bah écoute, on mettra ça dans les notes de l'épisode. Mais ça nous laisse encore trois tests à présenter qui sont vraiment intéressants.
Là, c'est plutôt on a 2 tests sur le créatif, donc Ouais, UGC et ensuite le hook, donc on va l'intégrer dans le créatif et enfin un dernier test sur le tunnel, donc tu parlais du pacto, donc bien sûr. c'est la fin, je pense c'est la fin du pacto, donc c'est Ouais, le c'est T le le T T avant donc le O. avant le O et ça, il est vraiment intéressant parce que moi, je m'intéresse beaucoup à cette partie-là. Donc troisième point, c'est l'UGC. Donc l'UGC, je pense que c'est, voilà, tout le monde en parle, c'est le super contenu sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram. Est-ce que tu peux déjà nous dire c'est quoi un UGC, avant Ouais. qu'on continue? Ouais, ben, en gros, c'est un contenu natif. Donc, c'est un contenu, pour bien situer l'audience aujourd'hui, qui est créé par un utilisateur et qu'on va réutiliser comme une publicité. On pourrait appeler ça une anti-pub. Une publicité qui, au final, est une anti-pub. Pourquoi c'est une anti-pub? Parce que le contenu n'est pas léché. Parce que c'est un contenu qui, plus souvent qu'autrement, est filmé avec un téléphone cellulaire. Tout à Parce fait. que c'est un contenu qui jamais ne pourrait paraître à la télévision. Bref, c'est un contenu médias sociaux. C'est un contenu médias sociaux et la vérité, c'est que les gens qui sont sur les médias sociaux veulent consommer des contenus médias sociaux. Bien Et sûr. si toi, en tant qu'annonceur, tu es capable de t'intégrer dans le fil d'actualité de ton client et en ayant un contenu médias sociaux, là, c'est là que tu es capable d'aller chercher des parts de marché assez impressionnantes. Et j'ai même des chiffres pour toi aujourd'hui, Danilo, qui sont assez intéressants. Vas-y. Il y a une étude qui avait été faite par Facebook à la fin de l'année 2021. Ils ont sondé un nombre assez important de gens. Puis peut-être je pourrais donner un lien à ton audience S'il te plaît, ouais. pour que tu puisses le mettre dans les notes de l'épisode. Et le sondage disait les chiffres que je vais vous mentionner à l'instant. 79% des gens sondés se sont dit grandement influencés par le UGC sur leur décision d'achat. C'est énorme. 83% des interrogés pensent que le UGC sur une page de vente rend la marque fiable. Ça m'a excessivement surpris. Ouais. Donc, toi, tu t'en parlais un petit peu plus tôt. Vous avez l'air de travailler avec des boutiques en ligne chez DHS. Ouais, bien On sûr. travaille avec certaines boutiques en ligne également chez J7. C'est un truc que nous, on n'avait pas pensé à proposer à nos clients avant de voir le test, de dire, habituellement, un vidéo, un VSL, donc un Video Sales Letter, c'est un truc léché. Hein? Ouais, C'est un ouais. truc qui Très beau, très ouais. travaillé, très travaillé pendant un certain temps. Mais là, les chiffres montrent que tu peux avoir un VSL, donc un Video Sales Letter, sur un produit physique qui va se vendre sur une boutique en ligne, fait en mode UGC. J'ai été excessivement surpris. Et les chiffres ne mentent pas. C'est 83% des gens interrogés qui disent qu'un vidéo UGC sur une page de vente rend la marque fiable. Un dernier point qui est intéressant sur l'étude, en 2021, Meta a détecté que le UGC générait 6,9 fois plus d'engagement que du contenu de marque seulement. Ouais, énorme. Donc, bien entendu, l'engagement, ce n'est pas ce qui va payer le loyer à la fin du mois, on est d'accord, mais habituellement, quand une publicité est capable de générer un certain engagement, ça veut dire qu'elle va attirer les yeux de la clientèle et ultimement, peut-être que cette même clientèle-là va pouvoir faire un achat. Tout ça pour dire que si ces chiffres-là ne vous convainquent pas d'aller regarder un petit peu qu'est-ce que du contenu GC, je ne sais pas qu'est-ce qui va le faire parce que présentement, les chiffres le montrent et les Ouais, tests le montrent. c'est Les ça. tests le montrent. Nous, tous les tests présentement, et peut-être petite parenthèse à dire, puis je trouve toujours ça intéressant de le mentionner quand je suis sur des podcasts ou sur des entretiens, c'est que nous, on a un studio vidéo chez J7 Media où est-ce qu'on tourne du vidéo constamment. Et les premiers matériaux qu'on a achetés pour notre studio vidéo, ça a été un iPhone 13. Ça a C'est été clair. un iPhone 13 pour la simple et bonne raison que toutes nos itérations se font à partir d'un téléphone cellulaire. Là, tu me donnes envie de poser une question, peut-être que tu auras pas la réponse, mais du coup, comment vous faites des tournages UGC? Comment ça se passe en pratique? Est-ce que tu as des petits conseils rapides sur Bien comment tu peux sûr. tourner ton propre UGC chez toi, à la maison, avec ton iPhone 12 ou ton iPhone 13? Bien sûr. Puis regarde, tu vois, on n'en avait même pas prévu, Danilo, mais pourquoi on ne ferait pas un concours avec ton audience aujourd'hui? Je te l'ai montré, là, le cours qu'on fait pour créer du contenu GC, c'est quand même un cours assez concret. Il y a Je l'ai peut-être écouté hier. Je l'ai écouté hier avant cet épisode. J'ai appris beaucoup de choses, de la part de ta collaboratrice dont j'ai oublié le nom, mais qui a super bien Antonia. présenté. Ouais. Et c'est une pro l'UGC, hein, donc donc c'est une média buyer qui sait faire l'UGC, c'est quand même pas mal. Ou une Ben, créatrice, je sais pas, mais en tout cas, c'est c'est pas ça, mal. elle s'occupe de tout le contenu vidéo, mais pourquoi on ne ferait pas tirer ce contenu-là à Si ton tu veux, audience pour un bah, si tu veux. concours? Puis bon, Ah bah, regarde, on fait ça. peut-être que tu pourrais intégrer ça dans une petite Mais virgule sonore dans ton podcast pour le concours. ah bah, écoute, Euh, je réfléchis pour l'introduction et on fera un petit concours. Tu m'enverras un lien ou éventuellement, je sais pas ce que tu veux comment tu veux le faire, mais moi avec plaisir, hein. Comme ça, nos auditeurs peuvent gagner un UGC de chez J7.
petite entracte pour participer au concours que Antoine a totalement improvisé. Donc le concours vous permet de gagner un cours sur l'UGC qui est donné par les équipes de J7. Et pour tenter de gagner ce cours sur l'UGC, il vous suffit simplement de vous inscrire à la newsletter gratuite de J7 Media qui s'appelle l'Escouade Facebook Ads. Et vous devez vous rendre à l'adresse expert.j7media.com/escouade-iOS14 pour vous inscrire. Je vous mets les liens dans les notes de l'épisode. Voilà, on retourne à l'épisode en cours. Mais ça n'empêche pas que la question, je veux savoir un peu Ouais, comment se... donc bon, comment qu'on fait le contenu UGC? Donc très simplement, Danilo, ben, nous, on a un studio vidéo. Mais tiens, attention, studio vidéo. C'est pas un studio à 1,5 million de dollars avec 2 millions de C'est une pièce, caméras. Non, c'est non. une pièce. On est exactement. C'est une grande pièce avec, bon, on a acheté à peu près peut-être 15 à 20 000 dollars de matériel, donc des green screen, des bonnes caméras, des tables, bref, on va dire le strict minimum pour shooter, pardonnez-moi encore une fois l'anglicisme, mais du contenu au volume. Donc, on a le studio et la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit à nos clients, envoyez-nous vos produits. Donc, nos Ok, clients nous envoient les produits. Et à partir de là, on a comme une liste, une petite liste de figurants. Et dans ces figurants-là, il y a des employés chez J7. Et dans ces figurants-là, il y a des gens de l'extérieur. Bref, on a certains figurants. Et à partir de là, quand on a les produits et on a les figurants, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être un storyboard de plusieurs idées qu'on aimerait faire au niveau du contenu. Et dans ces storyboards-là, tout va être fait selon les meilleures pratiques que Facebook nous dit, des vidéos de 15 secondes, bref, tout ça. Et là, on a le storyboard, on a les figurants, on a notre studio, et là, on fait du contenu. On fait du contenu et on commence toujours avec le téléphone cellulaire. ouais, Quand après, on veut faire une pièce de contenu encore de plus haute qualité, on va prendre des caméras un petit peu plus poussées, mais plus souvent qu'autrement, on le fait avec des téléphones cellulaires. On prend le contenu et on en tourne beaucoup, et là, on fait des pubs. Et là, on lance les pubs, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tellement tourné de contenu qu'on n'a pas besoin de refaire un shoot pour optimiser la publicité. On peut changer les 3 premières secondes oui, avec un autre contenu qu'on a déjà tourné préalablement, et on peut l'intégrer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, le processus d'optimisation peut continuer à se faire sans nécessairement qu'on ait à faire un deuxième tournage. c'est Et ça. ça, je te dirais présentement, Danilo, pour te donner un petit peu une vision de où s'en va notre équipe de création, on est en train d'engager surtout chez J7 en ce moment des créateurs de contenu. Donc, littéralement, des gens qu'on va mettre dans une pièce pendant une journée avec un téléphone cellulaire, des idées, faites du contenu. Et c'est là qu'on veut s'en aller en tant qu'organisation parce que, ben de un, on a déjà ces gens-là chez nous, et de deux, c'est ça qui Tu, fonctionne tu- sur tu- n'importe quelle plateforme. tu sais que je me suis dit il y a un mois, il faudrait que je crée une agence UGC. Je me dis, bon, là, je suis déjà lancé dans l'agence Facebook Ads, mais tu sais, aujourd'hui, tu fais une agence de créateurs de contenu pour créer l'UGC pour d'autres agences, pour d'autres annonceurs. Tu peux vraiment bien te développer, quoi. Et Ben oui. il y a des agences de création de contenu, mais c'est pas que l'UGC. Ça peut être aussi des shootings produits, des vidéos avec des acteurs. Là, c'est un tout petit peu différent, c'est un peu plus léché. Moi, je reviens peut-être sur l'UGC, sur ce que tu disais ce que vous disiez dans votre cours. C'est que tu as différents types d'UGC. Et je pense que Ouais. les personnes qui nous écoutent ne le savent pas forcément, mais tu as des UGC où tu te filmes toi, donc tu montres comment tu utilises le produit, mais on te voit pas forcément, on voit pas forcément ta tête, donc on voit juste tes doigts enfin tes mains, pardon, où tu vas montrer l'utilisation du produit sans qu'on te voit. Et tu as aussi l'UGC où tu vas justement filmer ton quotidien avec le produit et le résultat que tu obtiens. Est-ce que là, tu as des exemples à nous donner rapidement sur, je sais pas, un produit ou quelque chose qui peut faire qu'on ait plusieurs types d'UGC? Ben oui, ben regarde, nous, dans la manière qu'on approche le tout chez G7, c'est que 3 types de vidéos vraiment à retenir quand on va faire Ouais, des UGC. Donc, la première chose, ça va être un UGC qui va être très, très raw. Donc, c'est une vidéo qui est épurée, qui a peu de montage, qui va avoir des taglines courtes. Il ouais, va avoir un UGC brandé, puis un UGC informatif. Donc, plus souvent, c'est les 3 techniques qu'on prend. Et par la suite, dans la structure, ben, on va faire beaucoup de contenu unboxing. Donc, tu voilà, l'as peut-être vu hier, mais nous, c'est ça, dans le cours que tu as regardé. Mais nous, on fait beaucoup de contenu qui va être ce qu'on appelle, encore une fois, je le répète, du contenu qui est unboxing. Le contenu unboxing, il faut que les gens comprennent aujourd'hui, là, parce que c'est tellement fonctionnel et c'est c'est simple. tellement pas compliqué à faire. Tu Exactement. tu déballes le produit, puis après tu montres comment on l'utilise, quel est le résultat à la fin. C'est tout quoi, c'est la même structure tu, tout le temps. tu démontres l'expérience de recevoir le produit. C'est ça que les gens veulent voir. Ils veulent voir du vrai. Ils veulent voir comment que le produit va être reçu. C'est un contenu tellement simple, mais donc efficace. La démonstration par la suite du produit, ça, c'est excessivement important aussi. La C'est ça. démonstration, surtout la démonstration dans un contexte quotidien, pour que les gens soient capables de comprendre comment ils vont pouvoir utiliser le produit dans un contexte quotidien. Et encore une fois, ça ne doit pas avoir l'air d'un contenu de télévision, là.
Ça doit clairement avoir l'air d'un contenu qui, encore une fois, pourrait être tourné avec un téléphone cellulaire, très simplement. Donc, la démonstration de produit, c'est le deuxième de contenu qu'on va faire très souvent. Troisième type de contenu qu'on adore faire, le témoignage. Encore Voilà, une j'allais fois, dire, c'est c'est celui-là. donc simple. C'est Mm. donc simple de faire des témoignages en contenu GC, très, très fonctionnel. Et quand on commence à avoir ces vidéos-là et on est capable d'y amener un bon format, des vidéos de 15 secondes environ, encore une fois, je le répète, c'est vraiment les meilleures vidéos sur Facebook. Vous allez voir, vous allez être capable d'avoir des très bons résultats. Ici, on parle de format également. Il faut toujours penser la vidéo avec et sans le son. On le sait, ce n'est pas tout le monde qui va écouter les vidéos avec du son. Certains vont l'écouter sans le son. Donc, vous devez créer autour de ça. Assurez-vous, bien entendu, par la suite que tout le volet du hook, de la création de la publicité soit intégré. Mais en termes C'est de ça. format, là, le UGC, c'est donc fonctionnel. Attention aussi, au format 9/16, commencer par du vertical pour ensuite cropper la vidéo. Voilà. Je pense qu'elle le disait hier dans le cours, mais bon, après voilà, c'est logique, c'est quelque chose qu'on savait déjà. Un autre truc sur lequel je voulais rebondir, c'est que tu peux faire un mix entre témoignage et unboxing. Ça peut également se faire. Parce que là, Bien sûr. dès le départ, ben, les créateurs de contenu vont shooter plein de vidéos et après, ben, on fait des montages, comme on le souhaite. Donc, Exact. non, UGC, je suis hyper bullish là-dessus, comme on dit. Donc, je sais que c'est vraiment l'avenir et ça va encore l'être enfin, l'avenir, c'est le présent et le futur et ça va encore l'être pendant longtemps. Mais tu sais, Bien maintenant, tu sûr. as des UGC incroyables sur TikTok, hein. Tu sais que je t'ai parlé de TikTok la Ben dernière oui. fois. Tu as des UGC, tu sais, où tu vas filmer ton écran en train de faire une commande. Ah Et puis oui. après, tu approches ta main de ton écran et puis après, le produit arrive dans ta main. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça Ah oui, c'est qui sont exactement. incroyables. Mais c'est ça un créateur de publicité en 2022. C'est Médias ça. sociaux. Mais c'est fou, hein. C'est fou. Vraiment, Donc tu vois Ouais, comment une équipe de création doit évoluer. ouais, Tu le ouais, vois clairement. comment et nous on est là-dedans en ce moment, tu sais, on a Mais bâti notre équipe de création dès 2012, donc on est avec des graphic designers à ce moment-là, mais là on est en ouais. train de faire évoluer nos graphic Et designers. c'est ça que j'allais dire, c'est que les graphic designers et motion designers, bon, c'est bien, c'est toujours bien, hein, de faire des belles photos, on va pas se le cacher, hein. Tu peux faire des belles photos avec du texte, c'est léché, des belles vidéos en motion design, mais c'est pas toujours aussi fonctionnel que l'UGC. Ben, c'est à eux aussi, comme à nous, de faire évoluer leur travail. Moi, Ouais, c'est ça le discours que j'ai en ce moment avec mon équipe. Pas que votre travail n'est plus d'actualité. Au contraire, on a excessivement besoin de de graphic graphisme. designer, de motion designer sur plein d'aspects, mais c'est incomplet. C'est incomplet dans un contexte où est-ce que votre distribution de contenu va être sur les médias sociaux. Et c'est OK. Ouais, Est-ce qu'on est d'accord que tous les annonceurs, dans la dernière année, notre travail a changé? ouais, d'accord. Je pense qu'on peut être d'accord à ce point-là, mais c'est la même chose au niveau de la création. Il faut suivre la vague. Ça va tellement vite. Ça va trop vite, ça va trop vite. Avant de revenir sur le test sur l'UGC, parce qu'on va en parler, est-ce que toi, c'est un contenu que vous allez mettre uniquement en retargeting, comme la logique le voudrait, qui est de dire, bah voilà, en retargeting, milieu de funnel ou pas de funnel, tu veux rassurer, tu veux montrer l'utilisation du produit. Donc logique, on met un UGC. En acquisition, on veut faire découvrir le produit, on veut présenter la marque, on veut présenter le problème. Est-ce qu'un UGC, c'est adapté? Moi, j'ai un peu un élément de réponse. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Moi, je te dirais qu'on va utiliser les contenus GC dans un maximum d'endroits possibles. Bien entendu, c'est sûr et certain que quand quelqu'un va venir sur ton site Internet, consommer, on va dire visionner certains produits sur ton site web, par la suite, il peut être remarketé avec des publicités de quelqu'un en témoignage qui dit à quel point que le produit est bon. Bien entendu, on s'entend qu'une publicité de témoignage, qu'elle soit UGC ou pas UGC, ça s'adresse davantage à quelqu'un qui est allé sur votre site web. Mais je te dirais que plus souvent qu'autrement, on n'a pas de retenue de se dire audience froide, contenu UGC ou pas UGC, ou audience chaude, contenu C'est clair? UGC, pas C'est UGC. clair. C'est très, très orienté sur le max. On essaie vraiment d'amener cette approche-là pour le maximum de comptes à tous les endroits du tunnel de vente. Bah oui, de toute façon, ton UGC, tu peux l'orienter vers de la découverte et tu peux en avoir un autre UGC plus témoignage, plus expérience client. Donc tu peux l'utiliser à toutes les phases, selon moi. C'est là où je voulais vraiment en venir, quoi. Parce que tu vois, vraiment, encore une fois, la logique dirait UGC plutôt pour les gens qui connaissent déjà. Exact. Bref, du coup, est-ce que tu peux nous parler justement de ce test que vous avez fait dans l'intégration de vos campagnes? Donc là, il y avait un email bien précis sur l'UGC. Ouais. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que vous avez fait et quels ont été les résultats? Ouais, des résultats en UGC, je te dirais que présentement, Danilo, on en a beaucoup. Bah, je m'en doute. On en a excessivement beaucoup, puis ça fait du sens en même temps parce qu'on l'utilise à tellement de clients. Mais un client qui me vient en tête, et je pense qu'encore une fois, c'était le test qu'on a fait, c'est un client qui vend des bûches de Ouais, Noël. Qui vend des bûches de Noël. C'est même pas des bûches de Noël. En gros, c'est des bûches et à l'intérieur de la bûche, c'est des épices.
OK? C'est des épices. Donc, pour faire simple avec notre audience aujourd'hui, c'est un client qui vend des épices. Mais OK, le packaging est fait autour d'une bûche. Donc, tu OK, reçois tes épices dans une bûche. Bon, je OK, pense que compris. les gens sont capables de le visualiser. Euh, Plusieurs types de publicités, léchées, images fixes, beaux vidéos, vidéos de recettes avec des cuisiniers professionnels, des gens qui ont une réputation dans l'industrie. Des, des résultats OK, mais Ouais, sans plus. ouais. Et là, on arrive à une vidéo avec téléphone cellulaire fait en 1 minute 30. En mode, on a parlé un petit peu plus tôt des différents types, démonstration de produits. OK. Donc, prendre la bûche, ouvrir la bûche, prendre les épices, sortir les épices. OK. Habituellement, ce compte-là avait un coût par acquisition qui pouvait varier entre 25 et 35 dollars. OK. On a amené ça, ce vidéo-là, là, tout bête. Bon, bien entendu, la saisonnalité nous a aidé, Danilo. OK, une bûche, on était au mois de novembre, décembre, tu auras compris qu'on avait le vent dans le dos avec nous. OK? Bien sûr, ouais. Mais on lance la pub et là, wow, coût par acquisition à 5 dollars. 5 $, ouais, j'allais dire. Mais qu'est-ce qui se déroule? Qu'est-ce qui se déroule? Donc là, la directrice de compte ici, ben, elle dit au client, on va accélérer le budget. Bien sûr, ouais. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on investissait peut-être un 300-400 $ par jour. Et à la fin de ce mois, on était sur du 2 à 4 000 $ par jour constamment. Constamment. Et les Et coûts d'acquisition tenaient la route. On était sur du 10-12 $ qu'on avait scalé. Ça n'avait aucun sens. il y avait Donc, encore, plus qu'un UGC ou? Ouais, je suppose que oui, il y en avait pas qu'un. il y avait des déclinaisons du contenu principal. Ouais, Donc, le contenu principal, je te l'ai dit, c'était une vidéo d'à peu près 1 minute 30. Il y avait des déclinaisons qui étaient de 15 secondes, 20 secondes. Mais ultimement, là, cette publicité-là avait peut-être un 70-80% du budget. C'était donc c'est impressionnant. vraiment une pub, quoi. C'est une Ah, publicité qui a tout fait. c'est une publicité. Mais donc, bon, ça, c'est pour te situer un petit peu avec ce test-là. Totalement incroyable. Depuis, tu auras compris que cette Faites approche-là, que on le ça, ouais. teste pour ben oui, ben non, que ça. Du moins, on part dans l'idée que chaque campagne importante pour nos clients, qui bien entendu vend un produit physique, parce qu'on s'entend, Oui, ça s'adresse davantage sur la vente d'un produit physique, 50 à 200 dollars, on va dire ça, on va dire dans ces eaux-là, on doit lui mettre une vidéo UGC de démonstration, de unboxing ou de témoignage continuellement. C'est pour ça qu'en ce moment, nous, c'est là qu'évolue vraiment notre studio de création. C'est de se dire, les gens qu'on engage maintenant, c'est ce qu'on appelle des créateurs de contenu. Donc, un mix de conception, de rédaction et de gens qui veulent prendre un téléphone pendant une journée complète et faire des vidéos UGC. c'est quand C'est même largement fou. faisable, hein, c'est largement faisable, hein. Bien sûr. Ah ben, bien Ouais. sûr. Mais c'est fou comment que le boulot de création évolue. Ah, c'est clair, tu as plus besoin de faire des shootings, hyper compliqués. Tu peux faire des très beaux UGC. Malheureusement, on est en podcast, donc on peut pas vous montrer le type de rendu. Si tu as des marques, rapidement là qui te viennent en tête qui utilisent bien l'UGC, tu peux les citer dans le podcast et si tu as des liens, donne-les nous et on peut les partager. Ben oui, le compte, c'est les. Je pense pas que j'ai le droit de dire le Oui, compte parce que t'inquiète. je suis sur une entente de confidentialité, mais oui, je pense que je vais peut-être essayer de t'envoyer le lien là, avec certains exemples. Surtout, là, on fera le concours, comme je t'ai dit, donner le cours sur comment créer un contenu GC. Je suis assez certain que ton audience va en bénéficier. Allez, on va faire ça, on y réfléchit après le podcast et je ferai ça en intro. Bon, bah, il nous reste deux tests, hein. Je vois que là, déjà, sur la partie UGC, on a passé beaucoup de temps parce que c'est, bah, hyper important, on le sait, hein. Les paramétrages, c'est très bien, mais c'est pas ça qui fait tout. Ça aide bien, hein, on va pas se le cacher, mais comme on l'a dit, c'est des petits réglages qui peuvent se Exact. mettre en place assez facilement. Par contre, il y en a un autre qui, je trouvais pas très compliqué comme test, c'est le fait de tester ton hook, donc c'est-à-dire l'accroche de ta publicité, comment tu vas attirer l'attention, tu vas parler de quoi, tu vas parler de quel problème, tu vas plutôt mettre en avant une offre ou peut-être pas une offre, tu vas peut-être mettre en avant un bénéfice ou pas un bénéfice. Ça, c'est un peu le hook de publicité. Peut-être que toi, tu peux le définir différemment, mais moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comment tu vas attirer l'attention de ton audience quand elle scrolle dans son fil d'actualité avec le texte de la pub. Dis-nous. Ouais. Ouais, ben, je te dirais que la meilleure manière de faire des bons hooks, Danilo, c'est d'utiliser, nous, on appelle ça la technique du ad grid. Ouais, Chez G7, c'est un concept que je pense on a appris avec les gens de Digital Marketer. Donc, pour les citer, là, on va les citer pour ton audience aujourd'hui. J'adore cette technique-là. Et c'est tellement simple. Et c'est c'est tellement tout simple simple. et Ouais. tellement fonctionnel. Donc, pour situer l'audience aujourd'hui, encore une fois, on essaye de visualiser un tableau. Et à la gauche du tableau, OK, ou plutôt de manière verticale, OK, dans le tableau,
on a 5 piliers. Le pilier 1, c'est have. Le pilier 2, c'est feel. Le pilier 3, c'est average day. Le pilier 4, c'est status. Et le pilier 5, c'est proof and results. Donc ça, vous voyez un tableau là, et au niveau vertical, have, feel, average day, status, proof and results. Au Ouais. niveau horizontal maintenant, vous avez ce que votre client va avoir avant d'acheter votre produit et ce que votre client va avoir après avoir acheté votre produit. OK? Donc, ça, c'est comme ça que vous devez le visualiser. Nous, c'est comme ça qu'on crée nos publicités chez G7. C'est comme ça qu'on crée un volume de publicité énorme. Donc là, on arrive, on va dire, bon, Danilo, aujourd'hui, il va vendre, on va dire, des micros. On va dire que c'est ça que tu vends aujourd'hui. Tu vends des micros de podcast. Mais là, après, notre équipe de conception va se poser des questions. Qu'est-ce que notre client cible? Donc, bien entendu, on a défini notre client cible. Ça, c'est la chose la plus importante, passer du temps pour bien définir votre persona. Assumant maintenant qu'il est défini, qu'est-ce que mon persona va avoir avant d'acheter mon micro? Et qu'est-ce qu'il va avoir après acheter mon micro? Et là, tu pars en mode de réflexion. Et là, toutes les idées qui vont ressortir de là, ultimement, tu vas arriver avec une thèse. Tu vas arriver avec une thèse et là, que ça va te dire quel type de contenu créer. Et bien entendu, après, ça s'adonne sur le field, sur l'average day, sur le statut que tu vas avoir, les proof and results. Nous, de cette manière-là, on est capable de créer des dizaines et des dizaines et des dizaines de publicités constamment. OK? Constamment. Et quand on arrive à faire ça, ben là, c'est là que c'est intéressant que tu peux tester des hooks continuellement, des nouvelles approches. Et là, ultimement, trouver l'approche qui est la plus fonctionnelle. Trouver l'approche qui est le plus fonctionnelle. Et je pense qu'un des tests qu'on avait fait sur l'escouade, Danilo, c'était avec un client qui vend des chalets, ou du moins des locations de chalets. Et c'était assez impressionnant. Puis d'ailleurs, j'en faisais un podcast ce matin. On a parlé avec nos collègues à l'interne chez G7. Et ce client-là, bon, pendant l'année au complet, il donne la possibilité aux gens de faire la location de chalet. On était beaucoup sur des campagnes evergreen. Donc, c'était des campagnes qui ne bougeaient pas tellement, c'est-à-dire c'était à peu près les mêmes campagnes à l'année longue. Et là, on s'est dit, on va changer un petit peu notre approche. On est allé challenger nos hooks. Et là, on s'est dit, parfait, on va aller prendre tous les chalets sur le site web du client qui se vendent à moins de 100 la nuit au niveau de la location. On va trouver combien qu'il y en a et c'est quoi le prix. Donc, le prix ici, bien entendu, en l'occurrence, c'était de 100 100 euros. Donc, on est arrivé et on a trouvé la localisation de où est-ce que ces chalets-là étaient. Donc, c'était dans l'Est du Québec. Et la publicité qu'on a faite, c'est vous, population qu'on cible sur Facebook, saviez-vous qu'il y a 150 chalets présentement au Québec que vous pouvez louer pour moins de 100 la nuit? OK. Faites vite. Et plus souvent qu'autrement, on montrait des beaux chalets pour que les gens puissent le louer. Donc, tu vois, là, on a juste changé le hook. On a Ouais, c'est ça. travaillé sur des techniques de rédaction très simples. Automatiquement, on a doublé notre ROAS. C'est ça. Alors là, ce que tu as fait, c'est que finalement, vous avez utilisé en quelque sorte l'appétence pour, je peux pas dire le gain, mais en tout cas le fait de faire une bonne affaire en quelque sorte, tu vois. Exact. Puis de jouer un petit peu sur l'urgence, Et l'urgence de aussi. jouer un petit peu sur le scarcity. Donc, juste de travailler un petit peu. Donc, qu'est-ce que mon client a avant et qu'est-ce qu'il peut avoir après? Bien là, bien entendu, maintenant, ce que mon client peut avoir, il peut avoir un chalet pour 100 la nuit. Qu'est-ce que mon client avait avant? Bien, il était en recherche d'un chalet pour une prochaine activité familiale ou une activité entre amis. OK? Donc, quand on est capable de simplement travailler comme ça et de se poser les bonnes questions, c'est là que tu peux créer énormément de hooks. Et de cette manière-là, on était capable de doubler notre ROS. Et là, tu vois, même paramétrage, même audience, même tunnel de vente et même offre, la chose qui a changé, c'est le créatif. Donc, C'est dans c'est notre créatif. pacto, là, on est au C ici. Ouais, c'est le créatif. Mais est-ce que tes images, je suppose, tu les adaptais en fonction de ton hook? Donc tu avais peut-être Bien des images entendu, le chalet à hook, moins de 100 euros. tu as tout compris. Le hook peut s'intégrer autant dans la rédaction que dans le visuel ici. Ouais, tout à fait. J'ai l'impression que vous avez fait une newsletter sur une sorte de, allez, tu sais, les trucs de ketchup, là, heu, Bien sûr. Oui, oui. ouais, et là aussi, vous avez fait un test avec les hooks. Est-ce que tu as encore le souvenir de ça? Là, tu m'amènes en octobre, mais je peux le trouver. Je peux le trouver. Vas-y, prends ton Donne-moi une temps, on va petite. couper ça au montage. Bon, bah, c'est pas grave si tu l'as pas trouvé. Dans tous les cas, c'était un test hyper intéressant que vous avez publié l'année dernière et en gros, vous avez testé des hooks différents pour, ce produit et là, pareil, hein, je pense que vous avez eu des meilleures rentabilités en testant juste l'accroche qui était un peu différente et du coup, je pense le visuel qui change en conséquence. Malheureusement, j'ai plus le souvenir exactement de ce qui a changé, toi non plus. C'est pas Ah, grave. c'est ça. Au mois d'octobre, il y a eu trop de tests depuis. Mais pour les derniers tests en date, là, toute question, je vais être capable d'y répondre. Ça marche. Ah bah, écoute, j'ai une dernière question pour toi, c'est sur le challenge, Ouais. pardon, un tunnel que je connais bien parce que je l'ai testé l'année dernière.
Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un challenge aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas encore ce terme, on va dire, de Ouais. tunnel de vente? Ouais, ben, le challenge, c'est, souvent ce que j'essaye et ce que j'utilise pour bien situer l'audience, c'est un micro-lancement orchestré. Un micro-lancement orchestré. On va utiliser ce terme-là, donc beaucoup de gens sont familiers avec la technique de Jeff Walker Oui, du lancement orchestré. Donc, pendant 4 un vidéos, bon ouais. bout de temps, on s'en va chercher des emails, on les amène sur des séquences vidéo. Ultimement, il y a une offre et on ferme l'offre et on fait ce lancement-là peut-être 2 fois par année. OK? Ouais, Donc, le lancement orchestré, beaucoup de gens connaissent ça. c'est ça. Ce qui est excessivement populaire depuis à peu près 2 ans et moi-même, j'avais été victime de ça parce que j'étais rentré dans un challenge et l'expérience que j'avais vécue dans un challenge m'avait mis à terre, Danilo. J'en revenais pas comment que c'était une belle technique de persuasion. Parce que l'idée, pour bien situer l'audience, aujourd'hui, quand tu rentres dans un challenge, tu vas rentrer dans un challenge. Habituellement, ça va être des challenges de 5 jours. Tout à fait, ouais. Et l'objectif, c'est qu'à chaque jour, pendant 1 heure à 1 heure et demie, l'éducateur, le formateur va donner une masterclass, va donner un webinaire sur un contenu spécifique relié à une promesse qu'il a fait. C'est Relié à ça, une promesse qu'il a fait une au grande départ. promesse. Donc, une grande promesse. Donc, moi, le challenge que j'avais intégré, c'était comment faire l'acquisition d'une entreprise dans le prochain mois. Il me semble que c'était un truc comme ça. Bah, génial. Puis bon, donc là, moi, en tant que propriétaire d'entreprise, je vois ça, oh, je trouve ça intéressant. Donc, je fais le challenge. Et là, à chaque jour, le contenu que j'avais, et le challenge coûtait 55 $. Ça, c'est important là, de donner un petit peu de Oui, c'est contexte le à prix. l'audience C'est que tu peux aujourd'hui. le faire gratuit ou payant, mais vous suggérez de le faire en payant. Exact. Donc, 55 $ à l'entrée. Et là, je fais le challenge et à chaque jour, le contenu me met à terre tellement que c'est de la bonne qualité. Ultimement, à la fin, ben, il y a une offre, hein. Mais là, ce qui se déroule, là, c'est si on se met un petit peu dans la peau d'un client, la réciprocité qui s'est créée est exceptionnelle. Donc, la balance de contenu que tu as donné à ton client pour le prix, c'est totalement ridicule, là. Donc, tu te dis, toi, en tant que consommateur, si pour 55 $ j'ai eu ça, imagine ce que je vais avoir pour 4 000 $, prix de l'offre qu'on faisait, ou plutôt que la personne dans laquelle j'étais faisait son offre à la fin. Ouais, Et ses taux de conversion, je n'ai pas acheté, je me suis retenu, mais ses taux de conversion, OK. il les a dit après le challenge, étaient totalement exceptionnels. Et quand j'ai vu ça, moi, je me suis dit, oh, il faut absolument que je prenne cette technique-là, que j'en parle avec nos clients. Donc, on a commencé à le faire avec certains clients et ben, on a même documenté le tout, on en a parlé récemment. Donc, ça, c'est un client qui est dans l'immobilier, qui vend des formations dans l'immobilier. Et lui, le challenge Danilo a changé sa vie. Ouais, je pense que Changé vous sa l'avez dit vie. dans vous l'avez dit dans le social selling. Vas-y, tu peux nous expliquer. Ça n'a aucun sens comment que ça a changé sa vie. Donc, lui, il vend des formations à peu près à 4 000 $ dans le domaine de l'immobilier et il n'avait jamais été capable de trouver un mécanisme de commercialisation qui est capable de répéter et répéter et répéter. Donc, il faisait des ventes pour ses cours à 4 000 $ mais il n'y avait pas la Ouais, technique là, qui pouvait lui garantir, là. Et ben là, on a lancé le challenge, 60 $ à l'entrée. Donc, comment faire votre prochaine acquisition en immobilier? Vous allez le savoir dans la prochaine semaine si vous faites le challenge, 60 $ à l'entrée. OK. Et là, pendant 6 jours de temps, bien entendu, il y a des masterclass et tous les jours. Et à la fin, il y a l'offre à 4 000 $. Et lui, il faisait des taux de conversion entre 20 et 25. Elle dure combien de temps déjà cette offre? Où est-ce que ça se passe, ce challenge? Donc, le challenge se fait à l'intérieur d'un groupe Facebook. OK. L'offre habituellement va être dite à la journée entre 4 et 6. Donc, souvent, tu veux le dire à la journée 4, tu fais l'annonce. À la journée OK. 5, tu le redis. À la journée 6, c'est la dernière chance. Puis après, tu donnes à peu près un 24-48 heures aux gens pour finaliser Ah l'offre. ouais, c'est intéressant OK? parce que moi, tu sais, j'ai fait des challenges sur, plutôt un peu 9 jours, je pense. Il y avait une vidéo, enfin, pardon, une masterclass le mardi, une autre le jeudi et une autre le lundi suivant et puis après la 4e masterclass, c'était le mardi d'après. Enfin, le mardi, enfin, le mardi après le lundi, donc tu as compris. 9 jours après le début du challenge et c'est seulement à ce moment-là que je faisais mon offre qui était limitée. Donc toi, tu suggères de faire l'offre en milieu de challenge, donc vers le 4e jour et de faire, Ouais. bah, des autres masterclass de rappel en quelque sorte. Bien sûr, parce que la personne doit y penser. Doit y Mmh. penser. Ouais, Ce qui se mais c'est crée, vrai que les Danilo, emails, c'est c'est que pas toujours suffisant. Ouais. non, c'est pas suffisant. Puis quand tu te dis, puis ce qui est exceptionnel dans un challenge, c'est l'émulation qui va se créer. Donc, si tu parles de ton offre au jour 4, mais là, qu'est-ce qui va se créer? C'est que tous les gens vont commencer à l'intérieur du groupe et ils vont se poser des questions. Hey, qui l'achète?
qui vient avec moi pour le Et là, il y a cette émulation et il y a cette Ouais, ouais, FOMO, Fear of Missing Out, qui est en train de s'installer. Et là, c'est quasiment les gens à l'intérieur du groupe qui font le travail pour toi. c'est Mais hyper ceci intéressant, étant ouais. dit, ce qui se déroule ultimement, c'est quand tu fais ces challenges-là payants au départ, mais plus souvent qu'autrement, au départ, tu vas être capable de remplir rapidement tes cohortes. Donc, tu vas avoir plusieurs personnes parce que c'est la première fois que tu vas faire cette offre-là. Ça va être facile de vendre 200, 300, 400 places. Ok. La deuxième fois, un petit peu plus difficile. La troisième fois. Donc, de plus en plus que tu avances, plus en plus que tes coûts d'acquisition pour amener des gens au challenge, ça devient difficile Mais c'est parce ça qu'il y la a de moins question. en moins de gens. T'en fais Oui. combien par an des challenges avec tes clients? Habituellement, avec nos clients, c'est une fois au trimestre. Une Une fois fois au au trimestre trimestre. qu'ils vont faire. Intéressant, ouais. Ouais. Et vous avez ciblé un public froid, chaud, les deux? Froid. Ben, froid, puis il peut avoir de la réactivation. Il peut avoir de la réactivation sur des listes. Donc, du moins, tu peux avoir des gens qui sont sur tes listes depuis un certain temps. Le Ouais. challenge est parfait pour de la réactivation parce que c'est une offre d'entrée. 50 là, c'est parfait pour réactiver un lead qui est sur ta liste depuis longtemps, mais qui n'a pas posé action. Donc, c'est excessivement bon sur des campagnes de réactivation et ça s'applique également sur des audiences froides. Et bon, après, il y a cet enjeu-là qui peut se dérouler, c'est qu'ultimement, tu manques de gens qui sont prêts à payer 60 pour faire le challenge. Donc là, les questions se posent. Les questions se posent, est-ce que je continue à faire ce mécanisme de commercialisation-là, mais sans faire payer les gens à l'entrée? Donc, beaucoup de gens vont faire des challenges gratuits à l'entrée. Moi, c'est ce que j'ai fait. Évidemment, ça attire, bah, tu as beaucoup d'inscrits. Tu vas pas en avoir 500, tu vas en avoir 3000. Exact. Tu vois? Donc du Et coup, voilà. ça fait du volume, ça fait du volume. Et ce qui est intéressant, c'est que bon, il y a cette thématique-là. Il y a un de nos clients chez nous qui fait tous ces challenges gratuits excessivement fonctionnels. Il y a beaucoup de succès là-dessus. Le Voilà, oui. client dans l'immobilier fait ses clients payants, beaucoup de succès là-dessus. Donc, on est arrivé à un entre-deux. Et C'est ça a été ça. une idée du client. Et ça, je ne l'avais pas vu venir et j'ai trouvé ça totalement fantastique. Pay what you want. Ouais. Donc, faites le challenge, mais payez le prix que vous voulez. Et les chiffres qui sont sortis sont totalement exceptionnels. On a vu à la fin qu'en demandant aux gens de payer le prix qu'ils voulaient, on avait une average order value, une moyenne de 20 que les gens étaient prêts à donner. Et toutes les ventes qu'on a faites avant même que le challenge a commencé, qu'on a fait la technique du Pay What You Want, ont couvert les coûts publicitaires pour amener des gens au challenge. Donc, Ouais, par donc la suite, toutes les ventes qu'on faisait à la fin du challenge, c'était du profit pur. mais là, sur le coup, j'ai un truc que je comprends pas bien, c'est quand tu dis «pay what you want», c'est, au début du challenge ou à la fin? C'est au début, non? Au Ouais, début, c'est ça. ouais, Pour vous avez rentrer, tu 5 dis: jours de «OK». challenge. Ouais. Voilà, Donc il y en a qui se disent: «OK, exactement. ça vaut 20 d'autres qui se disent: «Ça vaut 100 et ainsi de suite». Pour ça, tu utilises un outil comme Gumroad, je pense, c'est ça? Parce que c'est assez connu pour faire des achats de ce type-là? Exact. Bon, nous, dans le cas ici, c'était avec HubSpot, je pense qu'on avait utilisé. Mais tu sais, après, c'est l'outil. L'outil peut différer, mais c'est le mécanisme, l'idée de faire le Pay What You Want qui est assez exceptionnel. Mmh. Et niveau, rentabilité, c'était quoi le mieux? Pay what you want ou alors, le challenge payant avec un Bon, prix, l'enjeu, c'est que le portrait économique, ou plutôt est- n'est pas le même quand c'est ton premier challenge ou ton 10e. Donc, ça, c'est c'est ça qui ça. est important de comprendre à l'audience aujourd'hui. Donc, il y a ce gros facteur-là qui joue en ligne de compte. Euh, mais les ventes, globalement, sont, sont meilleures quand on demande un 60 à l'entrée parce que le OK. public est plus qualifié. Mais bien entendu, ce n'est pas que le prix à l'entrée qui va témoigner par la suite du taux de conversion derrière. Il y a la qualité du challenge, bon, il y a plein de choses. Mais je te dirais que pour ce client-là dans l'immobilier, c'est quand les gens payent le 60 à l'entrée. Mais tu sais, notre autre client qui le fait avec un challenge gratuit, il fait des taux de closing assez exceptionnels également derrière. Donc, je pense vraiment pour ton audience aujourd'hui, des gens qui veulent le tester, tester les deux. Tester les deux. Tu vois, nous, on est en partenariat avec une organisation qu'on est en train de faire l'acquisition présentement. Et le premier effort de commercialisation qu'on va faire, ça va être un challenge gratuit parce qu'on veut OK. tester. Ouais. Donc, moi, tu vois, c'est le premier endroit que je vais tester avec eux. OK, je vois tout à fait. Après, moi, j'ai toujours été, pour les challenges, je pense qu'en faire, trop, c'est pas bon. Donc, Ben non. essayer d'avoir une fréquence qui est un peu moins élevée, faire des plus gros challenges. Donc, plutôt que de faire, Mhm. 4 petits challenges, dans lesquels tu investis, je sais pas, 3 000 fais-en 2 gros où tu investis, 20 000 tu vois? Ou Exactement, tu as 15 tout 000 quoi. compris. Donc peut-être que, avoir une fréquence moins élevée, ça peut permettre, bah, d'éviter ce genre de soucis où à la fin, c'est de plus en plus cher ou ça convertit de moins en moins, quoi. C'est ce Tu as que je tout me dis. compris.
Après, bien sûr, on peut pas se protéger de l'augmentation des coûts de la publicité, entre C'est 2022 et clair. 2021, par exemple. Tiens, justement, de Ça, c'est votre clair. côté, vous trouvez que la pub a augmenté en 2022? C'est une question un peu à part. Est-ce que j'ai fait une analyse des CPM récemment? Je devrais ré-regarder pour être honnête avec toi. Je ne m'avancerai pas là-dessus, mais je pourrais clairement te renvoyer des informations pour ton audience que tu pourrais mettre dans les notes, Danilo, parce Mmh. que c'est important de regarder le CPM. Mais j'ai un cas par contre, une anecdote qui pourrait quand même être intéressante pour ton Ouais, audience. bien sûr. On est avec un client, on fait une présentation d'Audi la semaine dernière, donc c'est un prospect qui va peut-être devenir client chez nous. Ouais. Et l'année dernière, il faisait toutes ses campagnes en link click. Et cette année, on lui a dit, ben, faites des campagnes conversion. On n'était pas encore sur le compte. Et là, il fait ses campagnes conversion. Puis on arrive à la présentation de l'Audi parce qu'on ne travaillait pas encore sur le compte. Il nous dit, hey, mes ventes sont plus basses que l'année dernière. OK. On dit, ils sont plus basses. On va voir les budgets. Les budgets sont les mêmes d'une année à l'autre. OK. Puis là, il est en mode conversion maintenant. OK. Mais bon, Facebook n'est pas son seul moteur d'acquisition. Mais bon, il y a quand même ce constat-là. Donc là, la première chose qu'on va voir, c'est le CPM. CPM mars 2021, 5 CPM mars 2022, 12 Ah, c'est bizarre, hein. Ça, c'est bizarre pour ce compte-là. C'est rare qu'on voit ça, hein, sur nos comptes à nous, on voit pas des augmentations pareilles. Après, bon, Ben, il est passé en conversion, donc les CPM augmentent, hein. exactement, les CPM augmentent. Donc ça, c'est important à garder en considération. Mais le point que je veux dire ici, puis je pense que c'est ça la leçon, c'est quand vous sentez que vos campagnes vont un petit peu moins bien ou mieux, ou peu importe, la Ouais, métrique la plus importante à c'est aller le regarder au CPM. départ, c'est le CPM. C'est clair, non, mais Parce c'est que clair, c'est ce que je dis tout le temps. Tout le c'est temps. le nombre de gens qui vont voir votre pub. C'est essentiellement la base même de la publicité. La publicité, c'est prendre un message et l'envoyer devant un certain nombre de personnes. Et par extension, si Ah plus bah, de gens voient ce message publicitaire-là, tu risques d'avoir plus d'impact. Donc, tu dois savoir combien de gens tu vas rejoindre avec ces publicités-là. Et ça, c'est un chiffre que peu de gens, des fois, regardent. ah mais c'est clair. Moi, quand je vois des coûts d'acquisition augmenter d'un mois à l'autre ou d'une semaine à une autre, la première chose que je regarde, c'est le CPM. Puis Bien après le sûr. CPC, et puis après, je commence à regarder, Mais à un voilà. peu creuser sur les taux de conversion, sur les ajouts au panier, et cetera. Ouais, mais l'analyse, c'est tellement important, donc on pourrait faire un podcast là-dessus d'ailleurs. Avant de conclure, est-ce que tu as autre chose à rajouter sur soit des tests, soit des bonnes Ben, pratiques, tout ce que tu veux? allez vous abonner à l'escouade. Allez vous abonner à l'escouade. Recevez vos tests à chaque lundi. Faites vos optimisations. Puis, persévérer. C'est plus difficile qu'avant, la pub Ah, Facebook. c'est clair, c'est plus dur, hein, c'est plus dur, hein. Ouh là là. C'est encore très, très fonctionnel. Puis, ben, si ça commence à vous tanner, ben, vous pouvez partir. Moi, je vais prendre votre place. Puis, les CPM vont être moins chers. Ah mais c'est clair, hein, il y en a qui vont partir, qui vont aller ailleurs et c'est vrai que ça nous arrange nous de notre côté sur Facebook. C'est Non, non, mais sûr. je suis de même avec toi, hein, la plateforme est loin d'être morte, c'est plus dur et maintenant il faut être des vrais Bien sûr. marketeurs et il faut optimiser, il faut plus juste mettre un visuel en face d'une audience et attendre que ça marche. Faut aller plus vite, faut aller plus loin que Exact. ça. Et le Power 5 comme tu disais au début de l'épisode, c'est plus la recette magique, hein, malheureusement, si ça l'était. Ben, je pense que tu peux le partir comme fondation. Oui, mais après Pars voilà, avec tu ça comme tu fondation. dois Mais itérer après, ouais. après, exactement. Mais ne deviens pas romantique, là. Même la simplification, c'est pas toujours une meilleure chose. On l'a vu sur des comptes où tu as 2 campagnes d'acquisition, une par persona, ça fonctionne mieux que d'en avoir une seule, où tu Ouais. regroupes tout, quoi. C'est des trucs bêtes comme Ah, il y a ça, des mais choses, il faut il y a des itérer. choses qui changent. Là, il y a des Non, choses mais qui c'est changent. clair. Tu sais quoi, Danilo, ça va être nous qui va le créer, le prochain Power 5. On va le créer, là. On va Avec appeler ça plaisir. le nouveau Power 5 parce que, bon, effectivement, c'est vrai, il y a des choses qui changent. Mais je trouve ça bête qu'eux ne l'aient pas actualisé. Genre, je sais que tu as des contacts avec Ah, Facebook, mais est-ce qu'ils y pensent, tu vois, à changer un peu cette recette? j'imagine qu'ils sont en train de changer cette recette, mais avant de faire une annonce publique sur la nouvelle Ah manière de ouais. faire de la publicité, eux-mêmes doivent être sûrs. Donc, quand tu es dans des périodes de transition comme ça, la meilleure chose à faire, c'est de tester et de faire tes propres constats. Ouais, beh et c'est vrai que là, pour l'audience, c'est Antoine qui me le dit depuis des mois et des mois. Là, on est en période de transition chez Facebook. Pour l'instant, on essaie encore Bien sûr. d'apprendre à vivre dans un monde post-iOS 14 et Facebook trouve des solutions. On l'a vu déjà, ils ont réussi à baisser, tu sais, la réduction, la perte de données à 8 au lieu de Exact. 15, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est que le début, quoi. C'est que le début. Ah oui, puis c'est ça, c'est le jeu a changé. Il y a des périodes comme ça dans le marketing numérique. Il y en a eu plein, il va Mmh. continuer à en avoir. Ouais, Là, c'était la plus importante depuis plusieurs années. Moi, depuis que je suis je dans trouve aussi, ouais. Ouais, c'est l'écosystème sûr. numérique, c'est la première fois que j'ai vécu un truc aussi important. Et tu Ouais, vois, à chaque fois qu'il y a des changements d'algorithme, on perd des joueurs. On perd des c'est gens, clair. des entreprises Les qui entreprises, disparaissent. l'agence et tout. Donc, Mais assurez-vous de rester en vie.
Une dernière petite chose, Antoine, mais c'est un truc qui commence à me faire peur, c'est la disparition des cookies. On est d'accord qu'avec le Conversions API, c'est pour l'instant la seule solution en quelque sorte que Facebook Ouais, a pour passer au-delà de ça, quoi. c'est la seule solution. Mais après, encore une fois, c'est pas à cause que vous ne voyez pas vos conversions dans le gestionnaire de publicité Facebook Qu'il que n'y en a vous pas, n'en ouais. avez pas de conversion. Tu Ouais, sais, bien sûr, ouais. je suis en train de regarder aujourd'hui un brand qui nous appartient. On a fait des ventes et le seul moteur d'acquisition qu'on a, c'est du Facebook Ads présentement. Facebook nous dit qu'il n'y a aucune vente depuis 2-3 jours. Mais moi, je vois des ventes. Donc, où je vais envoyer l'attribution. Puis, on a le Conversion API installé. Là. On est bien seté. Et pourtant, Mais, c'est fou ça. Ça, c'est vraiment frustrant. Ouais, ouais, ça, c'est des énigmes parfois, hein, parce qu'ils ont beau dire qu'il y a exact. 8% de pertes, quand même, quoi. Ok, écoute, je vais pas m'éterniser. Je te remercie pour ton temps. Envoie-nous les liens, s'il te plaît. Enfin, envoie-moi les liens et je les mettrai dans les notes de l'épisode. Fantastique, Danilo. Ben, merci à toi. Puis, très content d'avoir discuté un peu avec ton audience aujourd'hui. Avec plaisir. Merci Antoine. À très bientôt. Salut, salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Comme toujours, je prends beaucoup de plaisir à faire ce genre d'épisode avec Antoine. C'est du très haut niveau, c'est du concret et j'espère vraiment que ces conseils vous permettront de mieux orienter votre stratégie publicitaire sur Facebook parce que, vous l'avez vu, Facebook n'est pas mort. Avant de terminer, je vous rappelle que vous pouvez gagner un cours sur l'UGC qui est donné par les équipes de J7 en vous inscrivant simplement à leur newsletter gratuite qui s'appelle l'Esquad Facebook Ads. Vous vous rendez au lien expert avec un s.j7media.com/esquad-iOS14 pour vous inscrire. Le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Merci de votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.